Bienvenue dans ce nouvel épisode des ondes LGBTQ, épisode qui va parler d'acceptation de soi, de connaissance de soi, mais aussi du regard d'autrui sur nous et de ses influences. Pour ce faire, nous allons recevoir ce matin ou ce soir, dépendant de où nous écoutez, Donny et Lex. Bonjour Donny, bonjour Lex, comment allez-vous? Bonjour Yuri, bonjour Art, bonjour Lex. Alors moi c'est Denis, j'ai 23 ans, je viens de Suisse romande et je suis vraiment content d'être avec vous aujourd'hui. Hello, hello Denis, salut Yuri, salut Art. Du coup, moi c'est Lex, j'ai 23 ans aussi, mais j'aurai bientôt 24 ans et je viens de Suisse alémanique, moi pour le coup. Et pareil, je suis super content d'être avec vous. Sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. J'aimerais savoir, Donny, j'aimerais savoir, Lex, dans quel contexte socio-familial avez-vous grandi? Alors, Denis ici, moi j'ai grandi dans une famille, euh, je dirais, nucléaire. J'ai un papa, ma maman, je suis enfant unique, ma maman n'a eu qu'un seul enfant et j'ai pas grandi en Europe. Donc, ça fait que j'ai eu comment ça s'appelle, un cadre de famille qui était vraiment, où j'ai été élevé vraiment avec ma famille, genre, où ma famille, en fait, la famille de ma mère surtout, elle était très proche, donc c'est-à-dire j'étais toujours très proche de mes cousins. On avait toujours des réunions, on se voyait chaque semaine, et où j'avais aussi l'alternance où je voyais souvent ma famille, puisque ma mère ne pouvait pas toujours être là pour moi, puisqu'elle travaillait beaucoup, et mon père travaillait beaucoup aussi. Mais c'était un cadre familial où j'étais vraiment très, très couvert, on va dire. J'étais très, très. Chacun mes besoins. Ouais, je manquais vraiment jamais de rien, je dirais. J'avais toujours cette attention-là sur moi. Déjà pour planter le décor, mes deux parents n'ont jamais été mariés. Donc mon père, il a rencontré ma mère, il était déjà marié et du coup ils m'ont eu. Et en plus de ça, ma mère aussi, elle avait déjà un fils, donc mon grand frère d'une précédente union. Quand on était petit, il n'y avait vraiment pas de différence. C'était vraiment une jolie petite famille. On ne s'est jamais senti, on n'a jamais manqué de rien. Quand on était petit, clairement, je peux le dire. On avait tout ce dont on avait besoin. J'étais très proche de ma mère aussi. Je pense que c'est important de le préciser. J'étais très, 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 très proche de ma mère et de la famille de ma mère. Et au-delà de votre famille, comment les questions sur les identités et les orientations sexuelles ont été perçues autour de vous, votre cadre amical, l'école, les personnes autour de vous? Alors, je dirais que, bon, moi, pour avoir grandi en Afrique, c'était en mode. Ça te coince dans un couloir au collège, lycée, primaire. On te demande, tu as pédé? Ça vient avec toi comme ça. On te dit, toi, tu aimes les garçons? Ou bien on t'attrape? Ou bien, je sais que moi, au primaire, encore, c'était comme ça. Je sais qu'au lycée, j'ai vécu des expériences assez traumatiques, dans le sens où certaines personnes, bah, comme j'étais assez efféminé et j'étais très androgyne étant plus jeune, c'était vraiment pour savoir en mode à la base, c'était pas vraiment checké, c'était pour savoir en fait, est-ce que tu étais genre, comment ça s'appelle, un transsexuel ou est-ce que tu étais, comment ça s'appelle, une anomalie, on va dire. Genre, moi, la question de l'homosexualité, c'est vraiment venu quand j'ai passé la puberté, que j'ai commencé à être vraiment perçu comme un homme, en fait, où tu pouvais pas vraiment te dire qu'en me voyant, ah, il pouvait être autre chose. Parce que moi, en fait, la question de l'homosexualité, elle était présente chez ma famille qui savait que j'étais un garçon. Mais pour les gens de l'extérieur qui savaient pas que j'étais un garçon à première vue, c'était j'étais une anomalie, une sorte de danger pour eux. Et c'est vraiment au lycée ou à l'université que, ben, en fait, la question de l'homosexualité est venue. Ou bien à l'université, il n'y avait pas vraiment de question d'homosexualité, quoi que ce soit. C'était plus en mode, ouais, si j'étais gay, ben, je pense que j'aurais fait ma première fois avec toi, un truc comme ça. Genre, c'est des questions. C'est un peu, c'est un rapport qui est jamais candide, on va dire. C'est toujours un rapport qui est, comment dire, pas platonique, pas candide, plus ah, bah en fait, on veut savoir ce que tu fais dans le lit. C'est toujours cru, on va dire. Voilà, c'est ça. Mais encore une fois, les cadres, les milieux dans lesquels j'ai grandi, c'était même pas un sujet. Parce que, comme je vous l'ai dit, au départ, moi, j'ai grandi en Afrique, tout comme Denis. Et sauf que moi, particularité, c'est que ma puberté, je l'ai passée en internat. Donc, j'étais dans un internat où il y avait que des garçons. Donc, imaginez, vous êtes en internat, vous commencez à découvrir que votre corps, en plus, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont vécu ça, vous commencez à découvrir que votre corps se transforme, que vous éprouvez certaines choses.
et du coup, vous êtes bloqué avec des garçons, vous avez toutes les hormones, enfin, machin, et vous pouvez même pas mettre le sujet sur la table, en fait. C'est-à-dire, vous êtes obligé de vivre ça en solo, vous êtes obligé de vivre ça dans votre intimité propre. Pourtant, au collège, à cette époque-là, il y avait des cours d'éducation à la vie, à la sexualité, on parlait de tout, on parlait toujours des rapports hétérosexuels, mais bien évidemment, on est en Afrique, on va pas parler d'homosexualité, de rapports homosexuels pendant les cours d'éducation à la vie. Et du coup, ça fait que bah, je transportais en fait tout ça tout seul. Avoir du désir, parce qu'il faut pas se mentir. C'est vrai que j'étais un petit garçon, j'étais à la puberté, j'avais quoi? J'avais 14, 15, 16 ans. Donc j'éprouvais déjà du désir, mais tu peux pas l'exprimer, tu peux le dire à personne. Ou même si tu manifestes d'une manière ou d'une autre, allez hop, tout de suite on te voit en bizarre. Mais c'est vrai, pour le coup, que quand j'ai un peu plus grandi, quand je savais déjà plus clairement ce que j'étais, j'avais des potes du coup, en internat avec qui on n'a jamais rien fait de très ambigu, on va dire, mais avec qui, voilà, on se faisait sur des câlins. Tu vois, il y avait plus une. Quand j'ai commencé à grandir, il y avait plus une acceptation, en fait, de ce côté un peu plus doux par rapport à quand j'étais jeune. À quel âge vous avez connu vos premières expériences LGBT et via quel canal? Je sais que en vrai de vrai, ma première expérience avec un garçon, c'est-à-dire ma vraie première expérience où j'ai été physique, c'était quand j'étais en internat. C'est quand j'étais en internat. Et en fait, je sais pas ce qui m'avait pris, j'ai voulu essayer. J'ai voulu essayer, ça m'est venu comme ça. Et j'ai demandé à la personne, hein, totalement out of nowhere, j'ai demandé à la personne. Et à ma grande surprise, elle était d'accord. Donc c'est comme ça que j'ai fait ma première fois, de ma première fois, pardon. Il y a pas de chichi, pas de romantisme, rien du tout. C'est juste que j'ai eu une envie et j'ai eu une personne en face de moi qui était réceptive. Ok, alors moi, bah, comme j'avais dit précédemment, je pense un peu plus tôt, je pense la première fois où la première expérience homosexuelle, entre guillemets, c'était quand j'étais, je crois que j'avais 4 5 ans. Mais je pense qu'une des premières expériences LGBT que j'ai eues et qui m'a surtout extrêmement marqué, je pense que c'était un crush que j'ai eu quand j'avais à peu près 13 ans. Et c'était un crush, genre, j'étais vraiment sur un petit nuage parce qu'il m'accordait de l'attention, mais ça s'est très mal fini. Genre, c'était vraiment une des pires expériences de ma vie. Mais je pense que c'est comme ça que j'étais vraiment explosé la première fois de moi-même à aller vers une expérience homosexuelle, on va dire. Ok, vous avez tous les deux parlé du fait que vous avez commencé à affirmer votre sexualité à travers du coup les réseaux, les applications de rencontres en ligne, à un âge quand même très très jeune aussi. Comment ça a été la découverte de ce monde-là, qui était un peu nouveau, j'imagine pour vous à ce moment-là, et comment vous avez expérimenté ça? Alors, je marchais vraiment sur des œufs parce que quand j'étais dessus, j'avais peur du jugement en même temps. Genre, j'étais dessus, mais j'avais peur de parler à quelqu'un qui allait me dire, oh, frère, t'es bizarre en fait, tu cherches du cul alors qu'on est tous les deux sur l'application. Genre, j'avais vraiment euh, ce. Pendant les premiers mots où j'utilisais l'application comme Grindr, j'avais vraiment ce self-shame qui s'appliquait tout le temps. Genre, j'étais là comme ça, en mode, j'ai rien à faire là, en fait. Mais j'ai envie d'être là, parce que j'ai envie de verser un truc. Donc, c'est une relation qui est assez mitigée, je dirais. Pour ma part, c'était compliqué. Pour moi, c'était compliqué. Et moi, je vous ai dit, vous êtes en train de faire remonter des choses qui n'étaient pas censées remonter maintenant. Ah. Je sais que ça paraît tôt, mais franchement, vous êtes en train de faire remonter des choses, les gars. Et en gros, moi, mon expérience de Grindr, en vrai, déjà, quand je suis arrivé sur l'application, il faut savoir que je suis arrivé sur l'application comme un oiseau blessé. Alors, vraiment, comme un oiseau blessé. C'est-à-dire, je sortais d'une relation qui m'avait laissé vraiment sur le cul, pour le coup, ouais. Donc, tu prends quelqu'un qui est blessé comme ça, qui manque de confiance en lui, tu le jettes dans un endroit comme Grindr pour la première fois sans lui donner les guidelines, sans lui dire un peu comment ça se passe. Genre, il apprend à nager dans l'océan. Et ben, c'était assez chaud, hein, mais parce que j'ai tout de suite, très rapidement, pris en pleine figure l'importance du physique chez les gays de manière générale. À quel point avoir un beau physique, c'est important. À quel point, en fait, si tu n'as pas le meilleur physique, si tu n'as pas le plus beau minois, si tu n'as pas le profil qui est très waouh, en fait, personne va te donner son temps. Enfin, personne, j'exagère un peu, hein. J'étais un beau garçon, mais je me rendais compte que en vrai, il y avait vraiment une très forte injonction au physique sur Grindr. Après, je parle de Grindr en particulier parce que c'est cette application-là que j'ai eue à ce moment-là.
Et à partir de là, mon regard sur moi-même, il a beaucoup changé. Mais bon, je pense que ça, je laisse ça pour une prochaine. Prochaine, mais un peu tout de suite, parce que ça rejoint un peu ma prochaine question par rapport à ce que tu dis, Lex, pour tous les deux, justement. Est-ce que vous pensez que vos expériences, surtout à un âge si jeune dans le milieu LGBT, a un peu influencé le regard que vous portez, à vous-même ou votre rapport à vous? Moi, je peux répondre ça parce que c'est une question qui m'a fait du mal pendant longtemps. Parce que j'avais déjà des traumatismes par rapport à mon upbringing, par rapport à ma sexualité, mon image de moi-même. Et arriver sur, comment ça s'appelle? Euh, une application comme Grindr, où tous tes défauts peuvent être utilisés comme toi, ou bien peu importe, où les standards de la communauté gay peuvent extrêmement te blesser. J'ai vraiment, je veux dire que Grindr, quand j'ai réussi à me détacher de cette application, je suis sorti meurtri, vraiment, genre vraiment j'étais blessé. Mon amour pour moi-même, mort. C'était pas haut avant, mais c'est comme s'il y avait plus rien en fait. Genre tu te regardes dans le miroir, tu te dis, il n'y a pas assez en fait. Genre tu n'es jamais assez bien. Et c'est pas comme si j'étais vilain ou quoi que ce soit. C'est juste que tu n'étais, genre, comment ça s'appelle? Tu n'es pas le premier dans ça. You're not the most art, you're not the artist, you're not the prettiest. Donc, tu es là en mode, tu vas compete. Et dans ta tête, en fait, quand tu es sur Grindr, en fait, des fois, tu ne veux même pas parler à d'autres personnes, en fait. Tu es juste là pour l'approbation et te dire, OK, je suis dans une ville. Est-ce qu'aujourd'hui, je reçois des messages pour me dire que, ah, il y a un gars qui veut me baiser? Parce que, en fait, tu attribues ta valeur par rapport à ça. Genre, t'es vraiment là en mode, on te dit, aujourd'hui, j'ai ouvert Grindr, il y a personne qui m'a envoyé un message, en fait. Est-ce que je suis vilain? Qu'est-ce qui se passe? Genre, regardez-moi, en fait. Genre, il y a des jours où j'étais même pas là sur l'application pour avoir des plans cul. Genre, j'avais un plan cul, genre, peut-être quand j'ai commencé, une fois tous les 3 mois. Genre, j'étais vraiment sur l'application en mode pour me dire, quelqu'un n'a qu'à m'aimer. Genre, aime ce que tu regardes. En fait, genre, vraiment, c'est vraiment, quand tu ressens, c'est pitoyable parce qu'en fait, au final, t'étais juste là pour te dire, ah, je fais tout ça pour attirer l'autre. Genre, je vais, comment ça s'appelle? La salle de sport, la skincare, entretenir tes cheveux, entretenir ta apparence. On dirait que rien n'était pour toi, en fait. C'était vraiment pour, genre, moi, je sais que personnellement, cette application m'a formaté d'une façon où je regrette, en fait. Où ça m'a fait regretter, genre, comment ça s'appelle? Comment je me suis traité, comment j'ai traité mon corps, comment j'ai traité ma première fois, même si la première fois, ce serait pas quelque chose d'aussi marquant que ça. Ça m'a fait regretter beaucoup de choses. Ouais, et c'est important ce que tu as dit quand tu as dit que quand tu te regardais dans le miroir, en fait, tu avais vraiment toujours l'impression de ne pas être assez. Et c'est vraiment quelque chose que moi j'ai souvent beaucoup ressenti, surtout au début quand je venais d'arriver, enfin, quand je venais de décharger Grindr et que j'essayais de faire un peu mes marques. Déjà, tu vois qu'il y a, bah, il y a différents types de profils, entre guillemets, il y a différents types de profils de personnes. Je sais que vous avez, en plus, vous avez déjà fait un épisode dessus, il y a quelqu'un qui parlait de ça. Il y a les musclés, il y a les skinny, il y a les chubby, il y a les ours, il y a les machins. Donc, très tôt, en fait, déjà, tu arrives et tu te dis, OK, il faut que je trouve ma case, en fait. Il faut que je trouve ma case. Donc, il y a vraiment un formatage qui fait que tu as envie d'aller vers ce qui, pour toi, semble le plus attractif pour les autres. Juste via ces applications-là, via des applications comme Grindr, tu vois. Et moi, j'ai fortement, du coup, ressenti que j'étais jamais assez. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, enfin, c'est vraiment l'une des raisons pour lesquelles j'ai commencé à aller à la salle de sport. Bien sûr, j'étais à la recherche d'une activité sportive. J'ai jamais été un grand sportif à la base, mais à un moment, je voulais quand même faire du sport. Je voulais faire du sport, mais je ne savais pas quel sport est-ce que j'aurais bien pu faire. Donc, bien sûr, je voulais faire un sport, je voulais commencer quelque chose, mais il y avait aussi le fait de plaire, en fait. Tu vas à la salle de sport, ok, parce que tu veux faire ton sport, mais aussi surtout parce que tu veux plaire, parce que tu veux rentrer dans la case qui a l'air la plus attractive. Enfin bref, tu commences à avoir un rapport malsain avec toi-même. Parfois, tu as même un rapport malsain avec la salle de sport, enfin avec plein de choses. Et pour moi, c'est vraiment juste un cercle vicieux duquel il faut, dans lequel il faut jamais rentrer, hein, dans lequel il faut déjà jamais rentrer si on peut, et duquel il faut essayer de sortir. C'est-à-dire ce diktat du corps, du physique, donc, pour les applications. Vous avez tous les deux évoqué le fait d'avoir conscience du regard des autres et de ce fait d'avoir peur que notre physique soit jugé ou la recherche encore de l'approbation de ces personnes-là vis-à-vis de notre physique. Vous pensez que tous ces sentiments, leur source provenait d'où? C'est ça ma question en fait. Je n'ai pas de... Concrètement, quand tu me poses la question, comme j'ai dit, je réfléchis en même temps, hein.
je n'ai pas forcément de points enfin, de repères, voilà, de repères spatio-temporels. Mais le truc dont je me souviens le plus récent, que j'ai vraiment pris en pleine figure, du coup, c'est comme je vous l'ai annoncé, enfin, comme j'ai dit un peu plus tôt dans l'épisode, c'est que enfin, j'avais une relation et c'est quand la relation s'est terminée que j'ai voulu aller sur Grindr. En fait. Donc, long story short, en fait, c'est une relation à la fin enfin, au sortir de laquelle ma confiance en moi s'est retrouvée brisée de ouf. Je peux pas dire, je peux pas utiliser d'autres termes. Sans doute, avant ça, il y a dû avoir d'autres trucs, il y a dû avoir d'autres choses, mais c'est vraiment le souvenir le plus récent que j'ai. Et désolé, petite parenthèse, je suis super content quand même d'être sorti de là parce que c'est vraiment une relation qui m'a brisé. Et du coup, euh, en fait, quand je suis sorti de là, j'ai vu la personne avec qui mon ex, du coup, s'était mis en couple juste après. Obviously, c'était quelqu'un de beaucoup plus soyeux que moi, beaucoup plus soin, beaucoup plus propre, beaucoup plus beau, beaucoup plus machin, beaucoup plus mature. Enfin, il avait plein de qualités que je pensais ne pas avoir à l'époque. Mais pourtant, je les avais, hein. C'est juste que je ne m'en rendais pas compte, en fait. Mais tellement j'avais été brisé que je pensais ne pas les avoir. Et du coup, je suis vraiment rentré dans un cercle vicieux du manque de confiance en soi, où du coup, bah, tu n'as pas confiance en toi, et parce que tu n'as pas confiance en toi, tu ne prends pas soin de toi, et tu ne prends pas soin de toi, parce que, enfin, quand je dis tu prends pas soin de toi, c'est genre tu t'apprêtes pas, tu vois, moi, les contours, je faisais mes contours une fois par mois, ou une fois tous les 2 mois, dans ce genre de choses, et j'étais vraiment rentré dans un cercle vicieux, donc j'étais en bas, en fait. Quand j'étais sur Grindr, j'étais en bas. Et le fait de se rendre compte que tu arrives encore sur Grindr, bien sûr, il y a des personnes avec qui tu vas parler, il y a des personnes avec qui, voilà, ça va passer, mais il y en a d'autres que toi, tu veux, par exemple, et du coup, qui, elles, ne te veulent pas. Et en fait, ça te remet tout ce truc de rejet en pleine figure, tu vois, et tu te dis, oh putain, je suis pas assez. Pourtant, à côté, tu as des personnes qui te veulent. En fait, tu as des personnes avec qui tu arrives à matcher, tu as des personnes avec qui, voilà, ça passe bien, mais tu ne fais que le pas, enfin, tu ne fais que la fixette sur les personnes qui ne te veulent pas, et tu te dis que si elles te veulent pas, c'est parce qu'il te manque ci, c'est parce qu'il te manque ça, et tu te lances dans une course, en fait, malsaine de ceci ou de ce ça, en fait, que tu penses te manquer. Moi, je peux dire clairement que quand je grandissais, en fait, dans le placard, là, dans ma petite maison d'Afrique, je sais que je me sentais seul. Je me sentais seul dans le sens où je pouvais parler de ça à personne parce que j'avais peur. Je me sentais seul ou dans le sens où la seule personne à qui je me trompais, c'était Dieu parce que j'ai énormément prié et prié pour un jour me réveiller et être hétérosexuel. Genre vraiment, c'est la seule chose que je voulais. Genre vraiment, j'étais là comme ça en mode, moi, je suis quelqu'un qui, on m'a mis à l'école le dimanche. Quand j'ai eu l'âge, je suis allé faire le catéchisme. J'ai fait communion, confirmation, tout ça. J'allais à l'église chaque dimanche à 9h. Genre, je pense que quand j'étais à Abidjan, je n'ai jamais loupé la messe une seule fois. Je n'ai jamais loupé le vendredi des cendres. Je n'ai jamais loupé les processions. Genre, vraiment, même les pèlerinages enfants, j'étais toujours là-bas en train de crier. Nous allons dans le camp ennemi. Les choses comme ça, là, vraiment, j'étais là comme ça en mode. Genre, j'étais à fond dans tout ce qu'il y avait dans ça. Et ça fait que, ben, en fait, je me disais que, ah oui, regardez, tout le monde me dit, il est intelligent, il est beau, il est bien éduqué, il vient d'une famille, il va s'en sortir. Et puis moi, dans ma tête, en fait, derrière, j'avais toujours honte du fait que, bah, en fait, je peux pas vous donner genre, je pourrais jamais vous donner ce que vous voulez, en fait. Et donc, en fait, ça fait que je priais, je priais, je priais, je priais, je priais. Et ça fait que, genre, au bout d'un moment, je sais que, genre, j'étais devenu suicidaire. Genre, je sais que, comment ça s'appelle? À cause de ce sentiment d'être tout seul, au lycée, j'ai commencé à me mutiler. Même quand je suis arrivé en Suisse, parce que moi, j'ai pas passé par la France, je suis arrivé en Suisse, j'ai, j'ai eu plusieurs tentatives de suicide. Dont une qui a failli réussir. Donc, je me suis retrouvé dans l'hôpital. Je pense, pendant une bonne semaine, j'étais inconscient. Genre, je me suis réveillé, j'avais une sonde dans le kikiki pour vider l'eau. J'avais, comment ça s'appelle, un truc dans le nez pour vider tout ce que j'avais avalé, comme tout ce qui était médicaments, drogues et compagnie pour sortir de là. C'était c'était un passage de ma vie qui était pas fun du tout. Et ça, en fait, c'était juste moi plus la religion. Et en fait, je suis parti avec tout ce traumatisme-là. Et j'avais à peine 19 ans. Et je suis allé dans Grindr. En fait, je suis descendu dans un rabbit hole, en fait. Genre, vraiment, je suis parti en spirale, dans le sens où j'avais, l'amour pour moi, je l'avais pas. Et j'ai laissé, comment ça s'appelle, un environnement toxique me façonner. Genre, moi, c'est ce que je retiens, en fait, c'est parce que, genre, je me sentais, j'ai toujours, en fait,
pouvoir avoir la validation de ces gens-là, c'était pour combler l'amour de moi-même que j'avais pas et le sentiment de solitude que j'avais toujours. Genre, je pouvais être genre là, chez moi, à 22 heures et pleurer en fait, parce que genre, je me sentais seul. J'avais mal, genre vraiment, j'avais vraiment mal. J'avais personne. Dans ma tête, je me dis, j'avais personne. Tu as traversé quelque chose de très difficile et merci juste de partager ça avec nous parce que je pense qu'il y a d'autres personnes qui sont passées par ce que tu as traversé et ça demande une grande force de le faire. Donc, juste merci pour ça. Euh, je vais quand même poser la question pour Lexi, peut-être parce que vous avez soulevé plein de points tout à l'heure. Le fait de, bah, je les ai notés, le fait de se sentir désiré, de vouloir se sentir désiré, la recherche d'attention, le manque de confiance en soi, enfin, qui t'a limite mené au suicide, même pas, quand tu es passé à l'acte, euh, le besoin de plaire à autrui et l'oubli de soi-même. Est-ce que, bah, tu as un peu répondu à cette question, mais Lexi, est-ce que tu as l'impression toi aussi d'être oublié en chemin quand tu as traversé tout ça? Et est-ce que tu as limite aussi effacé ta personnalité? Comment ça a été pour toi de vivre, Euh, alors, je pense pas m'être effacé, en vrai. Je ne pense pas à un moment m'être réellement effacé, en soi, parce que je suis quand même aussi reconnaissant d'avoir une certaine force et enfin, une certaine force mentale, une certaine force émotionnelle qui fait en sorte que bah, justement je ne m'abandonnais jamais réellement en fait dans le processus. C'est-à-dire même des moments où j'étais vraiment en bas, je savais que ça allait aller, je savais que ça allait aller mieux. Je savais toujours en fait, même si je voyais pas le bout du tunnel, je savais que ça allait aller mieux. Et parce que, enfin que ça devait aller mieux, pardon. Et parce que je savais que ça devait aller mieux, bah je savais aussi qu'il fallait que moi j'aille mieux d'une certaine manière. Donc je peux, dans ces conditions-là, je peux pas m'oublier. Je pouvais pas me permettre réellement de m'oublier. Tu vois. Je sais pas si j'ai réellement répondu à ta question, mais Et toi, Denis, est-ce que tu souhaiterais répondre quand même? Moi, je sais que j'avais pas cette force-là, j'avais pas cette force d'esprit. Genre, je sais que je me suis oublié à plein de reprises. Je sais que c'est vraiment quand j'ai réussi à, des fois, avoir honte de moi ou honte de ce que je faisais, en fait, que je me suis dit, j'ai besoin d'arrêter. Mais à chaque fois, j'arrivais pas. Parce que, avec Grindr, l'utilisation de Grindr, en fait, le sexe était devenu transactionnel. C'est pas que j'allais parce que j'appréciais que la personne avec qui j'étais en face de moi. J'allais parce que je me disais, cette personne est désirée par plein d'autres personnes. Et coucher avec cette personne, ça me donne de la valeur. Genre vraiment, c'était quand tu veux réfléchir au mécanisme qui se passe dans mon cerveau, parce que en fait, je suis quelqu'un de très calculateur, c'est ce que je fais ben, dans ma vie professionnelle et tout ça. C'est beaucoup de maths, beaucoup de choses comme ça. Genre quand j'essaie de m'asseoir et de penser, qu'est-ce qui m'a poussé à faire ça concrètement? Pourquoi j'arrivais pas? Pourquoi je centrais tout par rapport à ma sexualité? Pourquoi je centrais tout par rapport au fait que j'étais désirable sexuellement? Bah, c'était ça, en fait. J'avais envie de me dire que par rapport aux autres gars, j'avais envie d'avoir une valeur, en fait. Genre, j'avais envie de me sentir aussi supérieur à eux. Genre, c'était un truc qui a toujours été, pas toujours été là, mais qui s'est accentué avec Grindr, en fait. Parce que, genre, j'ai vraiment compris que, bah, que je valais ce que je valais quand je m'occupais de moi-même. C'est-à-dire quand j'étais en paix avec moi-même. Est-ce que ce que je fais, ben en fait, je me sens bien dans ce que je fais. Est-ce que ce que je fais, ça m'apporte ce que moi j'aime. Et en fait, c'est comme ça que je suis sorti de ce trou-là, en fait. C'est comme ça que j'ai pu commencer à parler avec des gens. C'est comme ça que j'ai pu commencer à faire de vraies relations. C'est comme ça que j'ai pu commencer à, bah, pas me retrouver, mais commencer à me connaître, en fait. Parce que je me suis jamais connu. Je peux dire que quand j'étais enfant, j'avais peur. Quand j'étais adolescent, j'avais peur. Quand j'étais un jeune adulte, j'avais peur. Et là, ben, j'ai appris à me connaître, en fait. J'ai appris à connaître comment je suis. J'ai appris à évoluer de moi-même et de savoir, en fait, qui je suis. Parce que j'ai un truc que, moi, en fait, je n'ai jamais connu, en fait. Parce que je me suis toujours caché. j'imagine pour toi à ce moment-là, Denis, quand t'es passé à l'acte, quand t'es revenu à toi, quand t'as pris conscience des choses, est-ce que pour toi c'était le déclencheur? Est-ce que tu as ressenti qu'il y avait un problème quelque part et qu'il fallait que tu changes quelque chose? J'ai très rarement revu 2 fois un gars sur Grindr. Parce que moi, j'allais pas pour, comment ça s'appelle, chercher du sexe, en fait, genre, ou quoi que ce soit. Parce que eux, oui, c'était du sexe. Mais moi, c'était une façon de me valoriser. Donc, quand un gars avec qui le feeling passait extrêmement bien me relançait pour dire que ouais, j'ai vraiment passé une bonne soirée et compagnie, est-ce que tu veux qu'on fasse un truc plus chill? On parle seulement, si tu veux, après on se connecte et compagnie. Moi, j'avais peur en fait. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que, c'est pas à ce moment-là, mais après, quand un des gars avec qui j'ai eu une très bonne expérience est revenu pour me demander, ouais, pourquoi tu m'avais bloqué après? Genre, pourquoi tu m'as ignoré, pourquoi tu m'as fait ça alors qu'on avait
passé une bonne soirée, alors qu'on avait été très proches, alors qu'on avait été très réel avec nous-mêmes. Pourquoi tu es parti? Et je me suis rendu compte que pourquoi je suis parti? Parce que je pleure la nuit parce que je suis seul. Et je vois quelqu'un avec qui ça s'est bien passé. Dès qu'il m'a dit qu'il voulait plus, j'ai fui en fait. Genre dans ma tête, est-ce que j'étais parmi ce genre de personnes qui, au moment où tu donnes vraiment de l'attention, en fait, je suis dégoûté? Est-ce que genre c'est à partir de ces petits trucs, moments comme ça, où il y a eu des questions qui ont commencé à circuler dans ma tête et circuler dans ma tête. Est-ce que c'est ce que tu veux vraiment? Est-ce que tu veux plus? Est-ce que tu veux... Parce qu'à ce moment-là, je pense que je n'avais pas vraiment de vraie connexion avec qui que ce soit. J'avais jamais essayé d'avoir une vraie connexion réelle avec un homme et me dire qu'après ça, j'allais avoir un rapport avec cette personne-là et voir comment ça changeait. Parce qu'en fait, de ma tête, je me disais, OK, c'est un échange, comme il a dit Jean Monétaire, mais je me suis vraiment basé sur quelque chose de porno que je voyais aussi. Tu vas là-bas, tu fais ça va plaire, il va se dire, waouh, il y a personne qui fait ça comme toi ici. Et puis ça, tu avances en fait. Genre vraiment, c'était des performances que j'allais faire. Donc, tu me donnes l'attention, ça me donne ma petite dopamine, je te laisse me ken et puis on avance quoi. En fait, c'était vraiment ça genre le rapport que j'avais. Et c'est en fait, au fur et à mesure, quand ça a accumulé, que j'ai eu ce déclic-là qui m'a dit, il faut que je change comme ça, changer quelque chose en fait. Parce que le problème, c'est quoi? C'est que même après la tentative de suicide, je me suis pas dit qu'il fallait commencer à prendre soin de moi. Et c'est ça qui me fait mal en fait, c'est ça qui fait honte. Genre, il a fallu que je pleure toutes les larmes de mon corps pour me dire que ouais, en fait, faut changer de voie. Et toi, Alex, à partir de quel moment tu t'es dit que bon, ça y est, ça c'est un peu trop et que tu as pu comprendre que bon, là, ça c'est pas ce que je veux, c'est pas ce que je souhaite pour moi. Pour moi, c'est un peu différent de Denis quand même. Enfin, c'est quand même assez différent de Denis dans la mesure où moi, j'ai toujours été un lover. Je me suis toujours considéré comme quelqu'un qui aime l'amour. Ce qui fait que quand ça se passait bien avec une personne et qu'il y avait la volonté de se revoir, pardon, c'est vrai qu'au début, c'était compliqué. Où voilà, tu dois essayer d'en envoyer autant que tu peux, de montrer que tu peux plaire à autant de personnes que possible. Mais sauf qu'au bout d'un moment, quand même, et je pense assez vite, je me suis rendu compte que c'est pas quelque chose, genre les plans cul en eux-mêmes, c'est pas forcément ce qui me fait vibrer. Et ça, je m'en suis rendu compte assez tôt. Ce qui fait que même quand je continuais d'en faire, hein, même j'en ai eu, je savais que je faisais ça parce que voilà, tu as un peu faim et que tu dois manger, tu vois. Mais en vrai de vrai, moi, ce qui est différent, pour moi, ce qui est différent de Denis, c'est que bah, quand il y avait quelqu'un qui me recontactait après pour dire, allez, est-ce qu'on se revoit, machin, tu vois, moi, en fait, vu que j'avais besoin d'attention, quand il y avait quelqu'un qui me donnait de l'attention au-delà de ça, je fondais, en fait, je fondais. Et c'est totalement le contraire. Il y a Denis, tu vois, qui mettait sa carapace. Moi, en fait, je me laissais trop vite aller, enfin, trop vite aller, entre guillemets, dans la mesure où je pense que j'avais tellement besoin d'être réconforté, j'avais tellement besoin de ça, que dès qu'il y a quelqu'un qui me montrait juste un peu de ça, en fait, allez, hop, je me ramollissais totalement et je faisais totalement confiance. Ce qui fait que bah, j'ai souvent été encore blessé. Donc, c'est pas forcément évident d'en parler. Mais ouais, ce qui fait que j'ai souvent encore été blessé. Mais bon, je crois que je me suis un peu perdu dans la question. C'était surtout à quel moment tu as eu le déclic, en fait? Quand est-ce que tu t'es dit qu'il fallait que je change les choses et que je modifie ma manière de fonctionner? Ouais, le truc, c'est que en soi, hein, s'il faut que je sois totalement honnête, je pense pas que j'ai déjà traversé ça. C'est ça, en fait, le truc. Je sais que je suis sur la voie de la guérison d'une certaine manière. Je sais que aujourd'hui c'est mieux qu'il y a 2 ans, il y a 3 ans. Mais justement, j'ai pas encore, je pense pas encore avoir totalement quitté ce diktat du corps. Même si aujourd'hui je m'accepte beaucoup plus, j'ai beaucoup plus confiance en moi. Mais je suis encore vraiment dans le processus, tu vois. Donc, je veux pas avoir la prétention de dire qu'aujourd'hui tout va bien, youpi, c'était génial, j'ai appris de toutes mes erreurs et aujourd'hui j'ai une vie agréable. J'apprends encore de mes erreurs d'une certaine manière. Mais et j'ai déjà eu le déclic, et j'ai déjà eu le déclic, mais je suis encore, on va dire, en construction, donc je ne pas, je sais pas comment situer ça. Est-ce que, est-ce que vous pensez que du coup, ces expériences sur Grindr ou sur les réseaux sociaux d'une manière générale, c'est parce que bon, on parle de Grindr, mais je pense aussi que les rapports toxiques peuvent aussi avoir lieu sur d'autres réseaux tels que Snap, tels que X et comme ça. Est-ce que vous pensez que ça vous a créé des, d'une part, déjà des troubles d'attention, pas, bon, quand je dis troubles d'attention, recherche continuelle d'attention à travers
à travers le mythe du corps et la nudité, d'autre part, et d'autre part aussi euh, des troubles d'attachement. Moi, je peux répondre à ça dans le sens où je sais que quand j'ai eu, en fait, quand mon corps a commencé à aller dans la zone où je voulais qu'il aille, quand j'ai commencé à voir ce corps-là, en fait, j'ai commencé à l'exposer. J'ai commencé à chercher l'attention par rapport à ça, ça c'est sûr. Genre vraiment, je voulais être là-bas et me dire que ouais, en fait. Genre comment ça s'appelle? Tu voulais que les gars en mode, genre les grands gars te donnent l'attention, en fait. Et genre, cette attention, je l'ai eue. Mais ça fait que cette attention-là, au final, c'était vraiment du superficiel. Et en fait, j'avais besoin de savoir si c'était réel, en fait. Est-ce que moi, on me choisirait à chaque fois? Et ça fait que je suis tombé dans une relation qui m'a beaucoup blessé, mais qui m'a beaucoup appris. Où, genre, euh, vraiment, le gars me traitait comme de la merde. Genre, c'est un jour en mode, on te love bomb, et après, il dégage pendant 2 semaines, après, il revient. Mais dans ma tête, je me dis que je pourrais tellement rien avoir de mieux que, en fait, je reste. Et en fait, genre, j'avais pas, en fait, comme j'avais jamais enlevé ma carapace, je savais pas comment tu doses, en fait. Tu sais pas comment doser, tu sais pas comment baisser euh, ta barrière progressivement pour savoir si c'est vraiment bon ou pas. Je me suis juste jeté dedans parce que, le gars m'a eu à l'usure. Et au final, je suis resté dans un truc comme ça pendant un an, attaché à quelqu'un qui s'en battait les couilles de moi. Genre, à battait les couilles à quel point que, genre, à un moment, genre, qu'est-ce qui a fait que j'arrête la relation, c'est que il me parlait bizarrement et en fait, il m'a avoué qu'il avait le cœur brisé parce que, il était tombé amoureux d'un autre gars alors qu'on était dans cette relation-là. C'est vraiment un peu comme Denis, hein, dans la mesure où, quand du coup j'ai commencé à aller à la salle de sport, j'ai commencé à voir un peu les résultats, etc. En gros, j'avais un Snap, j'avais un compte Snap, qui est en fait une sorte de Snap Shadow, parce que moi, il faut savoir que dans ma vie de tous les jours, je suis pas out of the closet yet. Donc voilà, s'il fallait, entre guillemets, vivre ma vie de gay, c'était via ce Snap-là. C'est notamment le Snap que enfin, la première utilité de ce Snap à la base, c'était en fait de rajouter les gens de Grindr, en fait. C'est-à-dire, quand je parlais sur les réseaux avec les gens, enfin sur les applis avec les gens, ils me donnaient toujours des faux comptes. Et or, moi, je donnais mon vrai compte. Donc, du coup, je me suis dit, écoute, on va aussi créer un faux compte. Et c'est en fait pour ça que j'ai créé le compte à la base. Et du coup, je suis arrivé dans un environnement Snap où tu voyais des gens qui mettaient leur corps, tu voyais des gens voilà, qui faisaient des snaps un peu sexy, qui faisaient ci, qui faisaient ça. Et tu voyais que ces personnes-là recevaient de l'attention, tu vois. Et donc, d'une certaine manière, je me suis dit, franchement, ça peut être sympa, tu vois. Donc, c'est comme ça que mon Snap, il a commencé à dériver un peu de sa mission de base. Et j'ai commencé à exposer mon corps. Et du coup, je recevais de l'attention. Je recevais beaucoup d'attention. Je recevais beaucoup de messages. Et en gros, je carburais à ça, en fait. On va dire que j'étais heureux quand quelqu'un me disait, waouh, sexy. En fait, j'étais heureux. Pour moi, j'avais touché le Saint Graal d'une certaine manière. Surtout quand c'est quelqu'un que toi aussi tu veux, genre une personne qui te plaît, qui te dit ça. Toi, tu te dis, ah oui, non, là, je suis arrivé là où il fallait que j'arrive, machin. Et encore une fois, c'est un cercle vicieux, hein. Moi, je suis resté avec ce Snap pendant quoi? Pendant 3, 4 ans. Non, 3 ans. Pendant 3 ans. Et c'était vraiment toujours la même chose. C'est-à-dire, tu poses des photos de ton corps, des vidéos de ton corps, des trucs sexy, il y a des gens qui répondent. Parfois, le pire même, c'est que ces personnes, tu vas jamais les voir. C'est-à-dire, ce sont des personnes avec qui, ce sont des personnes qui, même si elles te proposent de voir en vrai, tu vas même jamais les voir, en fait. Mais c'est juste le fait qu'on te dise que tu es sexy, que tu es machin, juste le fait de plaire et de savoir que tu plais, c'est ça qui t'excite et ça te donne ta dopamine et tu as envie de continuer, etc. Et là, pour le coup, c'est vrai qu'à ce moment-là, quand même, s'il fallait rejoindre ça avec la question que vous aviez posée précédemment, c'est vrai que je me suis rendu compte à un moment que ça m'apportait plus de mal, enfin, ça m'apportait plus de mauvaises choses que de bonnes choses. C'est vrai que faut pas que je crache dessus. J'ai rencontré des belles personnes via ce Snap, hein, faut pas croire. Mais ça me prenait trop de temps. J'étais plus focus sur des choses sur lesquelles j'étais censé être plus focus en fait à ce moment-là. Tu sais, quand tu es jeune, quand tu es un étudiant et que tu dois réviser, que tu as ton boulot à côté, enfin, tu as d'autres priorités en fait que de te worker sur Snap en fait. Et du coup, j'ai J'allais demander progressivement justement comment, à travers vos différentes expériences, vous êtes sorti de ce cercle vicieux-là. et que j'ai essayé de peser le pour et le contre, je me suis posé la question de savoir, mais en fait, qu'est-ce que tu gagnes? Qu'est-ce que tu vois réellement, tu vois? Mais sauf qu'à ce moment-là, j'étais quand même déjà arrivé à un moment où je m'acceptais beaucoup plus. J'avais eu enfin, je me suis, entre-temps, dans ma vie, les autres aspects de ma vie enfin, ont évolué entre-temps, hein, donc, sur les 3 ans, en fait. Donc, il y a plein de choses qui m'ont redonné confiance en moi, il y a plein de choses qui m'ont fait reprendre,
revoir mes priorités d'une certaine manière, qui ne sont pas forcément liées en soi-même, en fait, avec la sexualité. Il y en a certains points qui sont liés, mais c'est pas tous. Et du coup, bah, j'ai repris confiance en moi, tout simplement, de manière générale. Et quand j'ai vu que ça me desservait plus qu'autre chose, c'est là que je me suis dit que non, il fallait arrêter. Ça a été dur un moment parce que c'est vraiment comme quand tu arrêtes la drogue. Quand on te sevre d'une drogue, tu vois, il y a des moments où tu en manques et où tu ressens vraiment le manque comme une drogue où tu te dis, mais putain, à ce moment-ci, j'aurais été en train de parler avec tel BG, en ce moment, j'aurais été en train de faire ci, j'aurais été en train de faire ça. Mais non, en fait, enfin, tu as pris une décision, enfin, j'avais pris une décision et bah, je suis plus jamais retourné en arrière depuis. Je pense que ça veut dire que on est sur la bonne voie. Voilà. Est-ce que vous pensez également que, pour un peu pousser plus loin, ça a affecté aussi vos, vos rapports, comment je pourrais expliquer ça? J'ai pas envie de dire, bon, déjà, c'est vos rapports à l'autre, mais surtout vos rapports sexuels également. Est-ce que ça vous a créé aussi les situations, dans les situations où vous êtes retrouvés à avoir du sexe ou à vouloir désirer une personne, d'entrer dans la performance et de vouloir tout faire pour juste performer, performer et pas au détriment même souvent de l'affection et de l'amour? Vraiment. Genre, je pense que en fait, c'est les rares fois où j'ai des rapports sexuels qui ont été vraiment organiques que j'ai réalisé que, en fait, je fais des choses que j'aime pas. Comment tu vas tenir, combien de temps tu vas tenir, combien de temps tu vas, qui va faire la fellation la plus profonde, qui va se donner à fond, qui va se dire, ouais, après moi, il va se dire, il n'y a jamais eu de Whoopi comme moi, en fait, qui est passé avec lui. Donc, ta tête, c'est vraiment ça, en fait. Genre, vraiment, c'est à ça que je pensais, en fait, genre, vraiment, quand je répondais à ça. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas forcément ça que je devais faire. Mais ouais, voilà, c'est ça, en fait. Et toi, Alex? Euh, après, j'avoue que moi, j'ai quand même toujours un peu vu le sexe comme une performance en vrai. C'est-à-dire, même avec les personnes avec qui j'ai été, on va dire, plus, plus sentimentales, les personnes avec qui j'ai été plus sentimentale, il y avait toujours ce truc de se dire, exactement comme Denis l'a dit en plus, il faut vraiment que je sois le meilleur, tu vois, parce qu'on est beaucoup influencé par le porno, ce qu'on voit dans le porno qui est toujours très propre, c'est toujours très beau, ils sont toujours tous très endurants, ils sont toujours tous très comme ci, tous très comme ça. Donc, du coup, bah, moi, en fait, c'est comme ça que j'ai toujours, d'une certaine manière, abordé mes relations sexuelles, de me dire, il faut que j'offre la meilleure performance, parfois euh, au détriment même en fait, du rapport que j'ai avec la personne. Vous voyez ce De que je ton veux dire? propre plaisir, de ton Non, propre plaisir, quoi. en fait, c'est déjà de mon propre plaisir, mais aussi du rapport même que j'ai avec la personne. C'est-à-dire, tu oublies le fait que c'est quelqu'un bah, que tu apprécies déjà, quelqu'un avec qui peut-être même tu es déjà en couple, mais même malgré ça, tu veux quand même toujours prouver d'une certaine manière. Tu vois ce que je veux dire? Mais après, ce qui est cool, enfin, cool, à prendre avec des pincettes, c'est que je me suis jamais refusé, non, je me suis jamais, je n'ai jamais fait quelque chose que je n'avais pas envie de faire juste pour faire plaisir à l'autre, quand même, dans le sexe. C'est-à-dire, que ce soit, c'est pas un moment où on veut te cracher dans la bouche ou des trucs. Ouf, moi, je bouge bien la tête. Enfin, je me suis jamais laissé aller, on va dire ça comme ça, dans le sexe. C'est-à-dire, s'il y a quelque chose que j'ai pas envie de faire et que la personne en face me propose ça, non, quand même. Ça, c'est quelque chose que j'ai jamais, une frontière que j'ai jamais franchie. Alors, moi, il y a des frontières que j'ai beaucoup franchies. Mais c'est plus que je sais que je me suis rendu compte que, par exemple, j'avais pas toujours besoin d'un rapport qui ressemble à un film porno, en fait. Genre, des fois, je peux avoir des rapports qui pourraient être discontinus, pas forcément que quelqu'un avait fini quoi que ce soit, mais c'est plus, il y a quelqu'un qui va rigoler, ou il y a des blagues, des trucs qui vont se jeter, des trucs comme ça, en fait. Donc, c'est des rapports qui vont être plus doux par rapport à moi, et pas forcément de l'optique de, ouais, en fait, faut performer comme si j'allais recevoir un prix ou un Emmy pour mon porno, en fait, ça. C'est ça, en fait, genre, je pense que ce qui me fait réaliser, c'est à quel point je me sentais bien dans un rapport où je pensais pas vraiment à la performance que je donnais, mais plus au fait de me sentir bien et que mon partenaire se sent bien, en fait. Parce que quand tu fais une performance, tu te dis, tu peux souvent te laisser aller dans le monde où, je vais faire mes fellations, mais en fait, peut-être que le gars qui est en face de toi, il va pas aimer les fellations qui sont trop violentes, en fait, au final, si elles insinuent des trucs comme ça. Et ça, c'est un truc auquel je pensais pas vraiment. Ah, on a longuement parlé de comment la vision des autres peut vous affecter, vous, mais on n'a pas parlé du fait que ça peut également vous affecter sur comment vous percevez l'autre. Pensez-vous que ça a pu dénaturer justement
vos rapports aussi à autrui, c'est-à-dire cette fois-ci du prisme de c'est vous qui pouvez avoir des attitudes plus ou moins toxiques ou vous pouvez avoir des pensées plus ou moins toxiques vis-à-vis des autres. Alors, moi, je peux répondre honnêtement à ça. Oui. Genre, je peux pas venir me dire en mode tout le monde était mauvais avec moi, c'est faux. J'ai été la fiasse du coin. Non, j'ai été de mean gay. Genre, parce que je sais comment ça s'appelle. J'ai jamais eu la situation où je n'avais vraiment personne qui voulait de moi, en fait. J'ai toujours eu des gens qui voulaient de moi. Mais ça fait que je mettais des standards extrêmement hauts et ça fait que je rabaissais énormément de gars. Pour des raisons, par exemple, qui ne pouvaient pas forcément changer ou bien pour, comment ça s'appelle? Pour X ou X raisons qui étaient extrêmement superficielles aussi. Genre, vraiment, je pense que j'étais le genre de personne en mode, tu envoies une photo de profil, bloqué. Genre, non, c'est Wow, you were the mean girl. I was the mean girl. Je vais pas me cacher, hein. J'ai dit la vérité. Genre, même si que beaucoup de personnes m'ont blessé, c'est vrai. I was the mean girl. Genre, j'ai conscience que genre, le monde j'étais pas. C'était pas la malheur de Sophie, en fait. J'ai pas fait que souffrir. Moi aussi, j'étais responsable. Et c'est un truc qui est commun à la communauté gay, c'est que, en fait, genre, tu vas subir ce que la communauté gay fait, mais tu ne vas jamais dire ce que toi, tu fais aussi. Parce qu'on participe, beaucoup d'entre nous, on participe dans ça. Genre, je connais très peu de personnes qui ont jamais genre, été de bad person au moins une fois dans leur vie, surtout sur cette application-là. Genre vraiment, les standards par rapport à la taille d'une personne, le corps d'une personne, même les standards socio-économiques d'une personne. Genre en mode, tu vois, si vite fait tu vois qu'il vit dans un quartier bizarre et compagnie, ou qu'il a un métier qui te convient pas, tu vas vite changer. Genre, ça on appelle j'appelle ça le concept de Equinox gay. Genre, Equinox, c'est une salle de gym aux US qui est extrêmement chère. Et un Equinox gay, c'est un gay qui va rentrer dans certains standards et qui va imposer ses standards aux autres gays. En fait, c'est comme ça que notre hiérarchie se crée, en fait. La hiérarchie de desirability, où tu peux avoir le corps qui va rentrer, le visage, la race et le socio-économique aussi qui va être là dans ça. Genre, moi, je sais que j'ai été responsable de ça à plusieurs reprises. Même si je l'ai vécu aussi, je l'ai fait aussi en prochain, en fait. Genre, on m'a blessé, j'ai blessé d'autres. Genre, ça, je me cache pas vraiment par rapport à ça. Pour ma part, je pense qu'il y a des personnes que j'ai blessées, hein. Il y a forcément des personnes que j'ai blessées, mais sauf que moi, ça n'a jamais été on purpose. Vous voyez, c'est-à-dire que malgré le fait que ça n'a pas toujours été facile et tout, j'ai toujours quand même essayé d'avoir enfin, un peu, j'ai toujours été quelqu'un d'assez empathique. Ce qui fait que même quand je faisais du mal à quelqu'un, que j'étais conscient que je faisais du mal à la personne, déjà, je culpabilisais. Il y a beaucoup de personnes qui culpabilisent pas, c'est important de le dire. Déjà, je culpabilisais. Et bah, j'essaie toujours d'une certaine manière de rattraper le tir, tu vois. C'est-à-dire un truc tout bête sur les applications de rencontre, c'est vrai que je le fais pas systématiquement. Mais quand quelqu'un va par exemple t'envoyer ta photo, va par exemple t'envoyer sa photo, tu vois, plutôt que de tout simplement bloquer en mode allez hop machin, parfois je prends le temps d'envoyer un message en mode hey, you're still cute, but just not my type. I'm sorry. J'essaie toujours quand même de faire preuve un peu d'empathie, tu vois, parce que bah, je sais ce que c'est en fait de se sentir rejeté. Et la dernière chose que je veux, c'est de faire subir ça moi volontairement à d'autres personnes. Non, moi, si je dois revenir sur ça, là, vraiment, je sais que j'étais une poufiasse. Vraiment, franchement, je vais pas rigoler en disant ça. Dans le sens où t'étais là comme ça, en mode, des fois, tu es dans ce mood-là où tu arrives à un point où tu ne te rends pas compte que tu es méchant, en fait. Genre, en mode, c'est genre, tu vas envoyer un message en mode, le gars t'envoie un bonjour, j'étais là en mode, je mérite mieux. Qui répond comme ça? Ne rigolez pas. Ne rigolez. Yuri, je te vois de rigoler. Ne rigolez pas là-bas. Qui répond comme ça? On répond pas comme ça aux gens, en fait. Genre, je sais que quand j'étais sur cette application-là, j'oubliais totalement mon humanité. Parce que, genre, j'étais victime de ça. Et je me suis dit, frère, tout le monde est comme ça, en fait. J'ai pas être la personne qui va être genre la plus gentille avec vous. Si vous ne pouvez pas supporter, dégagez. Mais non, c'est pas une raison, en fait. C'est pas une raison pour ne pas être humain avec quelqu'un. Et ça, c'est un truc que, honnêtement, je regrette beaucoup. C'est pas une image de moi que je voulais montrer. Si vous aviez devant vous les vous plus jeunes d'antan, qu'est-ce que vous leur diriez? Qu'est-ce que vous leur diriez? Donc, disons que, genre là, j'ai ce post-là qui a affiché, qui veut dire Never give up, never stop moving. Et c'est un truc qui marque ma résilience parce qu'en fait, à chaque fois que j'avance, et j'arrête jamais d'avancer en fait, genre, peu importe si c'est la bonne direction, la mauvaise direction, continue parce que tu vas toujours trouver. Genre, tous les chemins mènent à Rome. Même si tu as commencé à Paris, que tu es allé jusqu'au, comment ça s'appelle, à Détroit, tu es descendu à Buenos Aires, tu as pris l'avion pour aller à l'Afrique du Sud pour remonter à Rome, tu arrives à Rome au bout d'un moment en fait. Le temps que tu vas prendre ne détermine pas ta valeur. Les autres personnes autour de toi ne vont pas déterminer ta valeur. Reste fidèle à toi-même. Sois conscient de ce que tu fais.
et puis crois en toi. Tu peux être égoïste pour toi-même, c'est quelque chose de bien, mais pas au point où ça va blesser d'autres personnes. Waouh. Moi, ce que je dirais à petit Lex, c'est, petit frère, faut t'accrocher, hein. Faut t'accrocher parce que la vie, elle va pas te faire de cadeaux, mon petit. Quand tu viens, quand tu commences à affronter le monde, surtout quand tu es un jeune queer, noir, dans un pays occidental, même si tu es en Afrique, hein, même si tu es en Afrique, même si tu es dans une culture africaine ou noire ou afro-caribéenne, c'est pas facile. C'est encore moins facile pour nous que pour les autres, tu vois. Donc, si déjà, dans la vie de manière générale, on n'a pas de roadmap, on n'a pas de guidelines, on n'a pas de claires indications, toi, pour toi, ce sera encore plus compliqué. Et du coup, parce que tu sais que ce sera compliqué, tu sais aussi que tu pourras pas forcément toujours compter sur tout le monde, mais s'il y a une personne sur laquelle tu pourras toujours compter, c'est toi-même. C'est toi-même. Tu puises ta force toujours en toi-même, en fait. Regarde, il faudra toujours te positionner sur les victoires que tu as eues dans le passé, peu importe les petites victoires, peu importe les petits trucs, peu importe, même si juste tu avais dit aujourd'hui je vais me lever, je vais faire ci, et que tu t'es levé, que tu as fait ça, congratule-toi. Mets-toi toujours dans la tête que tu dois célébrer tes petites victoires. Et c'est sur cette petite victoire-là que tu vas pouvoir capitaliser pour avancer. Ça prend du temps. C'est pas facile. Ça prend du temps, mais on y arrive toujours. Quand on veut, en fait, on y arrive toujours. Et c'est sur ces belles notes qu'on va clôturer cet épisode. Merci à Donny, merci à Alexis d'avoir partagé avec eux brillamment leurs expériences. Et à bientôt les ombres. Merci. Bisous, à bientôt!